bien bonjour, deuxième partie sur le développement dans Dolibar. Ça sera une session où on va parler un petit peu des bases à connaître en PHP, sachant que cette présentation n'est pas le but de vous apprendre à développer en PHP. Si vous n'avez jamais fait de PHP, ça sera un peu compliqué. Ça sera plus une révision. Je vais vous montrer quelques petits trucs. Et puis derrière, on regardera quelques petites spécificités propres à Dolibar par rapport au développement en PHP. Et donc, on avait dans la précédente vidéo créé un environnement Dolibar démo et je vous avais dit je crée un petit tuto PHP avec un petit fichier index.php. On va y mettre 3-4 petites choses et on va voir un petit peu, ça permettra de réviser un petit peu les bases de la programmation en PHP. Mon but n'est pas de faire de vous des experts en PHP. Il y a plein de cours sur Internet et YouTube. Là, c'est plus pour vous remettre un petit peu en considération et je présenterai certaines petites spécificités propres à Dolibar à la fin de la vidéo. Bien. Alors, première petite chose, les variables. Oui, alors je fais une formation assez basique, hein, mais c'est plus aussi par rapport aux spécificités qu'on va avoir dans Dolibar. Donc, comme vous le savez, avec Dolibar, pour déclarer une variable, en PHP, pour déclarer une variable, on a besoin du dollar devant, le nom et du dos. Dolibar emploie ce qu'on appelle le camel case, c'est-à-dire on a le premier mot qui est en minuscule et ensuite on a tout le reste avec des majuscules sur le texte. Pareil, on essaie d'avoir des espaces corrects. On peut mettre deux variables et si on souhaite les imprimer, on va utiliser le print qui va bien avec le $nom de variable. Et si on souhaite concaténer des variables entre elles, on va rajouter le petit point et mettre la variable derrière. Et vous voyez, là, on a aussi les espaces. Petite précision en PHP, ce qui n'est pas vrai dans tous les langages. Vous pouvez utiliser des simples cotes et des doubles cotes, ça fonctionne. Là, avec Visual Studio Code, ce qui est très sympa, c'est qu'on fait CTRL-S. Ça enregistre directement le code. Et puis derrière, il suffit que je bascule sur... Alors, je vais retourner... Hop. Ici, dans mon tuto PHP. Et je vois apparaître mon petit John Doe à la suite de mon Hello World. Alors, je vais rajouter un petit peu un petit saut de ligne, ça sera sympa. Hop. Donc là, j'encapsule du HTML avec le PHP. C'est-à-dire, je génère du PHP dans le je génère du HTML depuis le PHP. Et donc, grâce à ça, j'ai mon petit saut de ligne. Je vais en mettre deux. Alors, je vais volontairement pas trop parler de tout ce qui a trait à CSS, Bootstrap et compagnie. C'est pas le sujet du cours, vous l'aurez bien compris. C'est du HTML de base. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder un petit peu plus les variables. Alors, petite précision, là, on a des variables qui sont de type chaîne de caractères. Mais on peut avoir aussi ma variable numérique. Et là, si je la concatène avec des chaînes de caractères, ça va fonctionner aussi. C'est très sympa. C'est bizarre parce qu'il me semblait que... Je vais juste vérifier quelque chose. C'est bizarre parce que de mémoire, j'avais le sentiment que si on faisait ça avec PHP directement, il nous engueulait parce que c'était du PHP 8 et qu'il voulait que les variables de concaténation soient typées.
Bon, si ça marche comme ça, c'est très bien. On ne va pas se prendre plus la tête. Par contre, admettons que je souhaite rajouter ici une variable qui s'appelle ma variable 2, que je n'ai pas définie. Et si je lance ici le programme, là on va avoir un joli petit panneau d'erreur. C'est ce qu'on appelle un panneau Xdebug. Donc j'y reviendrai un petit peu après. Mais grosso modo, ça se lit comment? Là il me dit, bon c'est de l'anglais, mais variable n'est pas définie, ligne 10. Et il vous indique la succession des différents fichiers qui ont généré cet appel. Ça, c'est utile quand vous avez des includes, c'est-à-dire des fichiers qui sont appelés par d'autres fichiers, qui sont intégrés dans d'autres fichiers. Et Dolibar est très gourmand de ces histoires d'inclusion, donc on aura le temps de regarder ça aussi. Ça fait partie des choses... alors on ne regardera peut-être pas aujourd'hui, mais c'est propre à la structuration de Dolibar. Ces petites boîtes oranges, c'est ce qu'on appelle Xdebug. Et c'est ce qui nous permet, quand il y a des problèmes, de savoir depuis quel fichier où est l'erreur, sur quelle ligne elle se trouve, et typiquement, quel est le type de variable. Là, c'est une variable qui n'est pas définie. Donc si je vais ici et que je crée une nouvelle variable que je vais appeler ma variable 2, et je vais l'appeler 10, par exemple, et que là, je relance mon application, donc je vois bien le 10 qui est apparu, je vois bien que ça s'est concaténé, et bon, tout va bien. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la base. Là, j'ai parlé de la concaténation, c'est pour les chaînes de caractères. Je peux aussi faire de l'addition avec le plus. Mais dans ce cas-là, vous voyez, on a bien l'addition de deux variables numériques qui sont ensuite concaténées. On peut faire aussi x2. Ah, zut. x2. Merci. Et donc là, on voit qu'il y a un petit truc qui ne marche pas très bien. Pourquoi? Ah si. Donc il a fait ma variable 1 qui était de 1 x 2 plus ma variable 2 qui était de 10. Ça fonctionne. Dans ces cas-là, je vous conseille quand même fortement de mettre des parenthèses pour savoir qu'est-ce qui se passe. Souvent, bon, ça rend les choses un petit peu plus lisibles. Bien. Là, on a fait vraiment du PHP de base. Alors, je ne vais pas vous faire toutes les additions, les multiplications, les divisions. Je pense que vous avez envie de faire autre chose. Là, on a vu de la concaténation. Il y a plein d'autres formulations qu'on va regarder petit à petit. Mais bon, c'est un petit peu la base de ce qu'on va retrouver dans des modules de PHP. Vous voyez, là on retrouve pas mal de petites choses sympathiques, assez classiques. Bien. Je vais rentrer rapidement ensuite dans tout ce qui a trait aux conditions, aux boucles et aux switches, parce que c'est un petit peu aussi la base dans la programmation. Il faut savoir que le PHP partage la syntaxe dans les conditions et les boucles avec le C et le JavaScript. Donc vous allez retrouver un petit peu des choses génériques. Tout d'abord, je n'ai pas indiqué le point-virgule en fin de ligne, chose qu'on va retrouver à chaque fois. Une petite subtilité aussi, c'est que vous avez un alias, c'est-à-dire que vous pouvez faire autant echo que print. Ça ne changera pas grand-chose, ça fonctionnera quand même. Et si on veut faire une condition, if, par exemple, ma variable est supérieure à 0. Bon, alors ça, c'est GitHub Copilot qui a le cheat pour nous mettre des trucs très rapidement. Ça m'évite d'être inventive et de perdre du temps à coder des choses qui n'apportent pas grand-chose. Donc là, j'ai une variable qui est égale à 10. Et là, si j'ai envie, je peux rajouter une petite concaténation pour afficher
la variable. Voilà. Ah, j'ai... Ok. Donc là, si je lance ça, je viens ici, j'exécute. Ma variable, elle n'est pas définie. Pourquoi? Ah, si, elle est définie. De là, ma variable. Un défini de variable, ma variable. Ah oui, parce que je l'ai déplacé, donc forcément. Voilà. Donc là, il me dit bien que ma variable est supérieure à 10. Et si je lui fais moins 5, moins 50 par exemple, et je vois bien que ma variable est passée à moins 50. Donc là, tout va bien. Ça marche bien. Je suis contente. Donc là, on a vu une petite condition toute simple. C'est si ma variable est supérieure au sens strict à 0, dans ce cas-là, il m'affiche tel caractère. On a le else, c'est la condition différente. Et on a une autre fonctionnalité, c'est le else if. Else if, ça permet de définir une variable différente. Dans ce cas-là, on va avoir trois cas. On va avoir supérieur à 0, égal à 0. Et si ce n'est pas le cas, ce sera donc le else. Donc là, pareil. Alors, toujours dans la manière de coder, généralement, on évite de faire de la répétition. Donc le BRBR, c'est pas la peine de le mettre deux fois. GitHub Copilot est sympa, mais il n'est pas aussi performant. Et donc là, je n'ai pas besoin de mettre la variable, vu qu'elle est égale à 0. Hop, pardon. Donc j'enregistre toujours avec CTRL-S. Là, admettons que je mette ma variable à 0. Je fais F5. Ligne 23, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que j'ai... Ah, j'ai oublié un petit code. C'est l'avantage de GitHub, ça aussi, de Visual Studio Code. Normalement, il vous met les messages d'erreur, mais des fois, on va un peu trop vite et on ne les voit pas. Donc là, il me dit bien que ma variable est égale à 0. Donc là, on a la concaténation de variables. Ok. Là, on a les conditions, on va dire, ouais, les conditions de base, hein, ce qu'on appelle la structure de contrôle quand on fait du langage. Bon, je le répète, mon but, c'est pas de vous faire une formation en génie du langage, hein, c'est vraiment les bases, juste pour savoir un petit peu quand on lit du code qu'est-ce qui est écrit et de ne pas être trop perdu quand on va voir ce genre de petites choses. Hein. On ne va pas regarder ça tout de suite. Je reviens sur cette partie-là. Donc là, on a fait avec un if. Il y a une autre manière d'écrire des conditions, c'est avec un switch. Oups. Switch $ma variable. Et là, on a typiquement... Alors, c'est un petit peu la différence entre le if et le switch. Avec un switch, vous voyez, on est obligé de préciser la valeur. Tandis qu'avec le if, on va pouvoir dire si c'est inférieur, supérieur ou contient. C'est pas exactement le même usage, mais ça peut fonctionner. Voilà, donc avec le if, on va pouvoir dire si c'est telle valeur, si c'est supérieur, si c'est inférieur, si c'est égal. Là, c'est soit égal à 0, soit égal à 10. Et ça, c'est tous les autres cas. Vous n'avez pas comment dire ça, une valeur différente. Donc si j'exécute, j'ai oublié de rajouter un petit BR, histoire de séparer.
Alors j'ai pas précisé aussi, mais vous l'avez vu, le double slash, c'est ce qui permet de mettre entre commentaires. Toujours pareil, mettez les commentaires. N'oubliez pas que c'est vous qui allez relire votre code. Et il y a des chances que ça soit pas mal d'années plus tard. Et si vous n'avez pas commenté, vous risquez de vous tirer un peu les cheveux. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai parlé des commentaires. Oui, alors, je n'ai pas parlé des accolades. C'est ce qui permet d'encadrer le bout de code. On va voir ça ensuite quand on va regarder les fonctions. C'est ce qui permet justement d'avoir des... comment ça s'appelle? C'est ce qui permet d'encadrer un ensemble d'opérations. Idem le break, c'est ce qui va vous permettre de sortir d'une boucle. On va voir ça juste après. On va aborder les boucles à présent. Boucle avec un for. Hop. Donc, alors là, j'ai fait vraiment la boucle de base. Je mets un BR pour qu'on ait un saut de ligne. Donc là, je vais mettre un exemple de boucle. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? J'ai un for ici. Je vais déclarer une variable i qui va commencer à 0. Pardon. Je lui dis de continuer la boucle tant que i est inférieur à 10. Et à chaque itération, je vais faire un plus 1. Donc si j'exécute mon code, je vois bien mon 0 à 9. Vous remarquez qu'on a démarré de 0 et on s'arrête à 9. Pour s'arrêter à 10, il faudrait faire comme ça. Et pour commencer à 1, il suffirait de dire de commencer à 1. Et là, on aurait de 1 à 10. On va faire la même boucle avec un while. Alors, bon, c'est vraiment du B à bas. Hein. Pour l'instant, je ne fais pas les choses très compliquées, on est bien d'accord. C'est juste pour bien comprendre quelques bases. Je ne suis pas là pour vous... je sais que ce n'est pas avec ça que je vais impressionner. C'est juste pour vous rappeler quelques petites bases de code. Donc là, si on lance ça, on va avoir le même système de boucle. L'avantage, c'est on peut avoir aussi un système de sortie de boucle avec un if, i égale 5. Donc là, je vais sortir de la boucle dès que je vais arriver à 5. Vous voyez, et le break, il est fonctionnel aussi au niveau d'un for. On a le même fonctionnement. Bon, jusque là, j'espère que je ne vous ai pas appris des choses juste incroyables, parce que c'est vraiment la base. On va passer à l'écriture d'une fonction. Et ensuite, on parlera un petit peu du portée des variables et on fera ensuite tout ce qui a trait au tableau et aux classes. Bien. Comment est-ce qu'on écrit une fonction? C'est simple, hein, on met fonction. On donne un nom de fonction et on fait un return pour envoyer une valeur. On n'est pas obligé de faire un return, hein. On peut très bien ne pas faire de return. La fonction fonctionnera quand même. Alors, je ne sais pas si vous le remarquez, je vais essayer de le remontrer. Là, au niveau des variables que je passe à ma fonction, là, elles sont en blanc, et quand je mets en commentaire, et que mes variables ne sont plus utilisées, à ce moment-là, elles se mettent en grisé. C'est Visual Studio Code qui fait ça pour indiquer en fait que telle et telle variable est utilisée ou n'est pas utilisée dans le code.
Bon, ça peut être assez utile. Donc j'ai une fonction, je suis contente. Je peux employer ma fonction ici. Par exemple, je peux faire un truc print. Et je vais lui passer i et 5. Donc là, on a deux variables que l'on va transmettre. Et donc, si j'exécute, alors c'est un peu dommage. Alors, on va faire comme ça. Donc là, j'enlève le saut de ligne pour qu'on ait à la fois le i et l'appel de la fonction. Donc là, on voit bien que la fonction, je lui rajoute 5. Et donc, je vois bien le calcul se fait directement. Je pourrais très bien appeler plusieurs fois la fonction par elle-même. C'est-à-dire, la fonction va me retourner une valeur. Si je ne fais pas de return, par exemple, ici, je peux le faire. Là, je fais juste un print de... Ben, je suis dans ma fonction, voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié un petit point virgule à la fin de la ligne. Comme vous le voyez, les erreurs, généralement, sont assez lisibles. Là, on est sur la ligne 66, c'est dans index.php, et on voit qu'il y a une accolade qui manque, donc on peut assez rapidement retrouver d'où vient l'erreur. Et si je relance, donc là, je vois bien qu'il m'a fait un print. C'est pas gênant qu'il n'y ait pas de return. Il a accepté quand même. Et si je rajoutais le return, à ce moment-là, on verrait bien, vous voyez qu'il y a l'appel de la fonction, mais que l'affichage est ensuite par rapport au BR. Vous voyez. Bon, c'est pas forcément ce qui est très intéressant. Donc ça, je vais le mettre en commentaire. Petite astuce aussi avec Visual Studio Code, si vous voulez mettre en commentaire un ensemble de textes, soit vous tapez l'accolade, soit vous pouvez sélectionner les lignes que vous voulez mettre en commentaire et utiliser le contrôle de points. C'est ce qui permet de commenter, décommenter rapidement un ensemble de choses. C'est encore un petit truc de feignasse. Hein. Mais quand on développe, il faut être feignant. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je le valide et j'ai aucun état d'âme avec ça. Donc là, je retrouve mon exemple où j'ai appelé ma fonction. On peut très bien appeler une fonction qui s'appelle elle-même. Alors, soit ici, par exemple, 2 par 2. Mais là, on va avoir un truc qui va se manger, comment ça s'appelle? Là, on est dans ce qu'on appelle de la récursivité. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans dans une explication autour de ça, mais disons qu'on peut avoir des fonctions qui s'appellent elles-mêmes. Ça fonctionnerait, mais ce n'est pas le but. Par contre, ce qu'on peut faire aussi, c'est une fonction qui utilise sa propre fonction comme variable. Donc là, je sais pas ce que ça va donner. Oh si, ça fonctionne, mais je vois pas trop le... Je crois que ça doit faire peut-être un coup de plus. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas forcément super intéressant. Ce qui va être intéressant par contre, donc là on appelle une fonction assez basiquement, mais on peut aussi utiliser les variables dans les fonctions. Il y a des choses à voir sur cette partie-là. Par exemple, je souhaite rajouter un troisième paramètre dans ma fonction et pas forcément le passer à chaque fois. Vous voyez, là je vais mettre un paramètre 3 et le fait de mettre un signe égal à la suite va me permettre de lui dire si ce paramètre n'est pas transmis, alors il est égal à 0. Et donc là par exemple, j'ai ma fonction, alors je vais réécrire les choses un petit peu plus simplement. Voilà,
je rappelle ma fonction ici. Là, je vais mettre un petit tiret pour que ce soit plus propre. Et là, 5,10. Donc, j'appelle ici ma fonction avec 2 paramètres. Là, j'appelle ma fonction avec 3 paramètres. Et quand j'exécute, je vois bien que j'ai bien 10 de plus lors de l'appel de la deuxième fonction. Je vais assez vite. Pour moi, c'est un peu de la... c'est juste pour vous rappeler quelques petits trucs. Autre petite chose sympathique, si je souhaite passer... Vous voyez, par exemple, là, j'ai ma petite variable ici, ma variable 2. Et je souhaiterais l'utiliser dans ma fonction ici. La rajouter dans ma... directement. Bon, là, j'ai un beau petit message d'erreur. Parce que la variable, déjà je l'ai mis en constante, il manque le $. Mais si je le fais comme ça, et que j'exécute, il va me dire, ma variable 2, tu ne me l'as pas définie. Alors elle n'est pas définie au niveau de la fonction, oui. Elle est définie au niveau du programme, ici, mais elle n'est pas utilisée. Et pour l'utiliser, il va falloir que je la définisse en ce que l'on appelle une variable globale. C'est ce qu'on appelle la portée globale des variables. Donc je vais faire global ma variable 2. Et grâce à ça, vous voyez, je vais récupérer la valeur de ma variable 2 directement dans ma fonction. Je ne sais pas si j'ai le droit de... Je crois que si je fais ça, il ne va pas forcément aimer, mais je vais tester. Je crois que j'ai pas le droit de modifier la variable 2, mais je vais vérifier. Ah si. Ok, bah ça c'est cool. J'avais un doute. En théorie, bon, ça dépend des langages. Ça. Il y a des langages qui n'acceptent pas trop qu'on modifie les choses qu'on a mis en portée. De la même manière, je crois que j'ai pas le droit de faire... si je fais param 1, je ne suis pas certaine qui sera d'accord. Oui, c'est ça. Vous voyez, là, param 1 va prendre des valeurs de 1 à 5. Et là, je lui ai dit, dans la fonction, de me rajouter 1 à param 1. Ce qui fait, donc on voit bien que là, il passe à 17 et non pas à 16. Vous voyez, alors, si je mets en commentaire, là, je vois bien que je suis à 16. Si je décommente, je passe à 17. Donc j'ai bien incrémenté la variable param 1 dans la fonction. Par contre, quand la fonction est à nouveau appelée, la variable param 1 est à nouveau initialisée. C'est-à-dire que je n'ai pas gardé la valeur que j'ai modifiée ici. Bon, voilà, c'est quelques petites subtilités au niveau des appels de fonction. On va regarder maintenant rapidement les tableaux. Alors rapidement, c'est beaucoup dire, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les tableaux, surtout dans Dolibar. Mais ça fait partie des petites choses sympathiques. Donc, on va laisser la fonction un petit peu plus basse. Alors, je mettrai le fichier index.php quelque part, je ne sais pas encore comment, où. Le but, c'est vraiment de faire une petite formation de base en PHP. Hein. On est loin de la grosse formation. Donc, je vais appeler ça mon tableau. Bah, il est sympa, hein. Il a tout de suite compris que je voulais un tableau. Alors là, il m'a présenté un tableau avec des clés et des valeurs, mais ce n'est pas vraiment ce que je veux faire. Il y a deux types de tableaux. Là, on a un tableau avec des clés et des valeurs. Et je voudrais un tableau sans clés. Voilà, c'est super. GitHub Copilot est bien. Des fois, j'ai l'impression qu'il m'écoute parce que avant même de... Donc là, j'ai un premier tableau avec 3 valeurs. Un deuxième tableau avec des clés et des valeurs. Et bon, les tableaux, c'est sympa, mais l'intérêt, c'est de faire des boucles dessus. Et il y a une fonction qui est très sympa quand on veut boucler sur des tableaux, c'est la fonction for each. Si j'arrive
Donc là, j'ai une boucle. Alors, sur mon tableau sans clé, valeur 1, valeur 2, valeur 3. Quand j'exécute, ben, je vois bien valeur 1, valeur 2, valeur 3 qui apparaissent. Alors, on va essayer de faire un petit truc joli, mais c'est vraiment pour la forme. Hein, c'est U. Ça, c'est petite révision de HTML, hein, UL. Là, je vous fais un LI / LI. Hop. Un /UL. Si j'exécute, voilà, ça vous fait une petite... UL, c'est pour mettre en tableau, il n'y a rien de... en liste, pardon. C'est vraiment la base. L'avantage de cette manière de faire, c'est là, si je fais valeur 4, il va pouvoir... Bon, je vais peut-être pas mettre 10 valeurs. Valeur 4, ça suffit. Donc, ça me rajoute une liste. Et donc, l'avantage du forEdge, c'est que ça va permettre de boucler sur le tableau. Par contre, des fois, ça peut arriver qu'on récupère une liste sans forcément savoir son contenu. Et dans ce cas-là, le mieux, c'est de tester si effectivement le tableau sans clé contient des valeurs. Dans ce cas-là, on fait un if count de mon tableau sans clé. Et dans ce cas-là, je vais... alors, count, non, c'est count supérieur à 0, voilà. Donc ça veut dire s'il y a des éléments dans mon tableau, s'il n'y en a pas, je ne vais pas faire le traitement. Donc là, normalement, bah, ça fonctionne. Je pourrais faire un truc sympa aussi. Là, je peux lui dire, bah, si j'ai moins de 65, ça fait beaucoup. Voilà, mais on peut dire s'il n'y a pas le nombre de valeurs. Donc là, par défaut, on dit si c'est égal à 0. Ça fonctionnerait comme ça. Maintenant, admettons que ce n'est pas un arrêt que j'envoie, mais une chaîne de caractères. Là, on va avoir un beau message d'erreur parce qu'on lui demande de faire une boucle sur une chaîne de caractères. Et là, il me dit, ben, dis donc, là, dans la fonction count, ce que je m'attends comme paramètre, c'est quelque chose soit de comptable, soit un tableau. Alors comptable, ça peut être aussi des enregistrements qui viennent d'une base de données. Alors c'est pas forcément le sujet du cours du moment, mais voilà, on peut avoir ça. Et là, il me dit, bon ben moi je m'attendais à un tableau ou un arrêt, ou quelque chose de comptable. Par contre, tu m'envoies une chaîne de caractères, donc ça ne va pas. Et donc là, pareil, plantage, erreur, il n'est pas content. Donc je reviens avec mon petit tableau, je suis contente. Je pourrais aussi avoir ici un tableau vide. Alors, le tableau vide, il est représenté comme ça. Hein. Hop. Voilà. Je boucle et là, bon, j'affiche pas mon tableau. Parce que si j'affichais mon tableau... Alors une manière de tester un truc dans le if, rapidement, moi je le fais souvent, c'est je fais un true ou un false. Ça me permet de présenter un peu la logique booléenne. Ouais, je sais, il y a plein d'autres syntaxes modernes. Je vais y venir au niveau des deux crochets, mais je préfère dire arrêt. C'est un mot qui est plus parlant et plus visuel que deux crochets. Mais bon, c'est aussi ma... Alors, juste une petite précision aussi là-dessus. Et alors, c'est propre à Dolibar en fait, et propre au développement de modules. Le vrai souci, c'est qu'aujourd'hui, Dolibar est compatible avec la PHP 8, 8.1, ils annoncent la 8.2, mais il y a plein de gens qui sont encore en PHP 7. Alors a priori, il n'y a plus de PHP 5 sur la 19, mais bon, c'est un autre sujet. Mais avec les syntaxes modernes, ce qui peut arriver, c'est que la personne qui est encore avec une ancienne version de PHP, ça ne fonctionnera pas.
Et à ce moment-là, on a des gros moments de solitude. J'ai eu le cas notamment avec FontAppZone. FontAppZone, c'est quelque chose qui permet de comment ça s'appelle, d'afficher des icônes, des emojis avec des couleurs. C'est très sympa, ça marche très bien. Mais Dolibar a intégré ça depuis la V15, il me semble. Donc toutes les personnes, tous mes modules qui sont utilisés sur les versions postérieures, enfin antérieures à la V15, si j'intègre FontAppZone dans un de mes modules, ça ne fonctionnera pas. Et donc je vais me retrouver à faire des tests de version de Dolibar pour savoir si j'intègre telle ou telle fonctionnalité. Ça, c'est vraiment un truc qui est embêtant avec Dolibar. Notamment, ils ont rajouté beaucoup de choses pour vérifier des $conf. Alors, je vais revenir dessus juste après. Pour certaines variables. Mais dans certains cas, ça ne fonctionne pas. Et si par exemple, je me mets à mettre ça dans mes modules et que la variable n'est pas présente, ben ça n'ira pas. C'est bizarre, j'ai encore des bip bip qui apparaissent. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça fait partie des petites choses un petit peu auxquelles il faut faire attention. Donc, je reste avec mon arrêt. Donc là, si j'ai un tableau vide, je passe quand même dans ma boucle. Normalement, ça ne devrait pas planter. Ouais, ça fonctionne, c'est parfait. Qu'est-ce que je voulais montrer ? Non, ça va bien, ça me va bien. Alors, je vais continuer. Je vais reprendre mon tableau ici. Donc, j'en ai un où j'affiche des valeurs sans clé. Je suis contente. Et en fait, je vais maintenant travailler avec le tableau. Alors, comment je vais faire ça? Celui-là, hop. Avec un système de clés. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est quelque chose qu'on trouve souvent dans Dolibar, les tableaux avec et sans clé. Donc ça fait partie des petites choses qu'il faut savoir manipuler. Donc là, on a deux éléments, clé et valeur. Donc c'est là où on va indiquer que l'on veut la clé et la valeur. Voilà, c'est comme ça qu'on écrit les choses. C'est-à-dire, dans la variable clé, on va récupérer la clé qui permet d'identifier la valeur. Et dans la valeur value, dans la variable value, on va récupérer la valeur. Et donc, typiquement, si je fais comme ça, il manque un petit point. Voilà. Et que alors, j'ai pas fait. Bon, si je vais m'amuser à faire ça, on va voir qu'il y a une petite erreur qui va apparaître. Ah non. Oh, c'est cool ça. Oui, si on ne précise pas, on fait key-value sur un tableau qui n'a pas de clé, lui va considérer qu'on est par défaut avec des clés qui s'incrémentent toutes seules. Donc on voit apparaître ici 0, 1, 2, 3. En fait, le tableau est indexé avec des clés par défaut. Alors, je n'avais pas prévu de vous le montrer, mais c'est vrai que bon, il y a ce petit truc qui peut être utile. Pas forcément dans Dolibar parce qu'on n'a pas de... j'ai pas connaissance d'un tableau sans clé, mais bon, voilà. Tandis que si j'utilise maintenant le bon tableau et que je rafraîchis, je vois bien apparaître ici clé 2, clé 3, clé 1, etc., etc. Donc là, on voit bien qu'on a récupéré à la fois la valeur, enfin la clé et la valeur. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Ah oui, il y a les histoires des classes, mais je pense que ça, on va le faire dans du vrai code. Là, pour l'instant, je dirais que par rapport à ce que je voulais vous montrer en PHP, je suis allé jusqu'au petit bout de mon petit bout. On va retourner maintenant dans du Dolibar de base. On va regarder un petit programme très rapide et que je vous montre un peu comment, ce qu'on va retrouver. J'ai noté 2-3 petites choses qu'il faut que je vous montre, notamment au niveau des classes. C'est vrai que c'est plus facile de le regarder dans un programme. Et au niveau de la récupération de valeurs dans un formulaire.
Donc on fera un petit laïus là-dessus. On se donne encore 10 bonnes minutes. On ne sera pas loin de l'heure, donc c'est cool. En termes de temps, on est pas mal. Bien. Donc, je vais aller dans mon petit 19 démo. Je vais prendre un petit programme tout simple. Enfin, tout simple. Non, pas simple du tout, mais c'est pas grave. Je vais prendre la fiche des commandes. Première chose qu'on voit, c'est typiquement toutes les personnes qui ont contribué au développement de cette page. Donc la logique, c'est si vous êtes amené à modifier du code, pensez à vous rajouter. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez le faire. Rien ne vous l'interdit, au contraire. Ensuite, on va avoir, dès le départ, ce qu'on appelle le chargement de l'environnement de Dolibar. Alors, le premier truc, je ne vais pas rentrer trop là-dedans tout de suite, parce que ça, je voudrais voir ça un petit peu après, mais grosso modo, vous allez avoir le main, et ensuite vous avez tous les éléments qui sont utilisés. Un premier truc que l'on va voir arriver, c'est la notion de mode enabled. Ça, c'est nouveau. C'est typiquement arrivé avec la V8. C'est pour vérifier si typiquement le module Propal pour les propositions commerciales est activé. S'il est activé, dans ce cas-là, on va charger la classe associée au Propal. S'il ne l'est pas, ben, on ne le chargera pas. Le deuxième élément qu'on voit ici, c'est la notion de langs. Langs, c'est ce qui va permettre de gérer le multilingue. Là aussi, il y a un truc qui n'est pas cool, c'est le loads lang. Loads lang, c'est sympa, ça vous charge les langues, en fait toutes les langues qui sont dans un tableau. Donc on envoie un tableau à loads lang et il va faire des langs load à la suite. Alors sur le papier c'est sympa, sauf que quand vous avez des vieilles versions de Dolibar, la fonction loads lang n'existe pas, et si vous passez par un tableau, ben, ça plante. C'est un peu idiot, mais voilà. On va revenir un petit peu ensuite sur Langs. Hein. Ça fait partie des classes qu'il faut connaître. On en a 3 que j'ai prévu de vous présenter. Moi, ce qui m'intéressait de vous montrer, c'était le getPost. Alors, quand on fait du site internet et qu'on appelle une page, vous savez, au niveau de son URL, on va pouvoir soit lui passer des variables directement au travers de l'URL. Par exemple, ici, si on appelait notre index.php, on pourrait lui passer un truc genre ma variable est égale à 1, 2, 3. Et ça, ce serait quelque chose qu'on récupérerait sous la forme d'un get en PHP. C'est-à-dire ici, typiquement, je vais récupérer ma variable. C'est $ma variable est égal à underscore get. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas, c'est un petit c'est pas... Si, c'est get comme ça. Ah tiens, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Je sais plus. Get, et je crois que c'est crochet ma variable. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi est-ce qu'il ne veut pas du $get? Ça a changé? Non, c'est bizarre. Ah, toujours est-il, normalement, c'est comme ça qu'on récupère. Je crois que c'est peut-être get en minuscule. C'est underscore get, c'est ça. Ah, c'est peut-être double underscore. C'est vrai que c'est pas... Merci. Ah, il y en a un qui suit. Il me semblait qu'il me manquait un truc. Voilà. Donc, grâce à ça, on peut récupérer la variable $get. Et donc, si je lance ok, 11. Ah. Bah, si, c'est ça. Ah, mais il ne l'a pas reprise ici. Merde. Alors, attendez. J'y retourne. Index.php, point d'interrogation, ma variable
égale 1, 2, 3. Alors attendez, il faut déjà que je sache écrire. Toc, ma variable, il faut que je lui donne le même nom des deux côtés. Là j'ai mis une majuscule, ça risque pas de marcher. Voilà. Et ce qui m'a affiché ma variable. Ah oui, je les remets à 0, ça risque pas de marcher. Donc là je vois que j'ai récupéré ma variable parce que je vois que tout d'un coup. Alors attendez, je vais juste afficher ma variable ici. Hop. Hop. En fait, comme Dolibar utilise essentiellement la fonction getPost, c'est vrai que j'utilise quasiment plus, comment ça s'appelle, l'histoire des $get et des $post. Donc là, typiquement, donc je vois bien ma variable 123, apps, CTRL Z. Si là je mets 112 par exemple, excusez-moi, je vois bien que ma valeur est changée en 12. Attendez, je vais faire un petit BR, ce sera peut-être plus lisible. Merci. Voilà, là je vois bien ma variable égale 12. Par contre, si je ne mets pas de variable, je crois que ça va me mettre un petit message d'insulte. Voilà. Typiquement, il s'attend à récupérer une variable avec le get, elle n'est pas transmise, et là, il gueule. Dans ces cas-là, il y a une fonction qui est très sympa, mais que vous avez... Alors, si, je crois que c'est if, je ne sais pas si je l'ai, le empty, ouais, de la get. Voilà. Alors, une petite astuce, c'est de vérifier si, typiquement, le tableau est renseigné pour cette valeur. Vous voyez, dans ce cas-là, il considère que la variable, si elle n'est pas, si elle est vide, avec le empty, dans ce cas-là, la variable est égale à 0. Alors il y a le empty, il y a aussi le isSet, qui fait à peu près la même chose. Hein. Et là, ça tombe bien, il nous présente une autre manière d'écrire ce truc-là. Là, on a le if-else écrit proprement. Mais PHP permet d'écrire les choses de manière un petit peu plus condensée, avec un système de points d'interrogation. Donc ça veut dire si cette variable, cette condition est vraie, je fais cette opération, sinon, le 2 points, je fais cette autre opération. C'est une manière d'écrire les choses un petit peu plus rapidement. Attention à la lisibilité. C'est vrai que pour certains trucs, c'est propre, mais si vous faites des trucs comme ça à la suite sur une seule ligne, ça devient vite illisible. Et n'oubliez pas, le but du code, c'est d'être maintenu. Et si vous écrivez un code qui est illisible, ça ne fonctionnera pas. D'ailleurs, c'est un peu mal écrit là, parce que moi, j'aurais fait plutôt ça. Ma variable égale isSet. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait l'écrire. Là, je récupère le résultat de la fonction et dans ce cas-là, ma variable, je récupère cette valeur ou je récupère cette autre valeur. Oui, donc j'en reviens un petit peu à ce que je vous disais. On a une fonction pour récupérer les paramètres en get. On a la même chose avec le $post. Quand on veut récupérer des choses à partir d'un formulaire. Et je reviendrai un petit peu plus tard là-dedans quand on développera un peu plus dans Dolibar. Et en fait, Dolibar fournit une fonction qui s'appelle getPost, qui va vous permettre de récupérer une variable. Par exemple, si on passe id égale quelque chose, il va la récupérer de la même manière qu'il va pouvoir la récupérer si c'est passé en post. Et petite subtilité, il faut préciser au getPost le typage de la variable. Si on veut que ce soit de l'alphanumérique, si on veut que ce soit de l'alphanumérique sans autre élément, par exemple, vous voyez, pour la variable ref, une référence, il peut y avoir des tirets, il peut y avoir des caractères un peu bizarres, donc dans ce cas-là, on veut de l'alphanumérique. Tandis qu'une action, on considère que ça ne peut être que de l'alphanumérique, mais pas des caractères. Et dans ce cas-là, on met AZ09 pour indiquer qu'on veut
de l'alpha de A à Z, et vous remarquerez que le Z est en majuscule, ça veut dire qu'on veut du majuscule et minuscule, et le 0 à 9, c'est juste des chiffres de 0 à 9. Vous remarquerez aussi que ici on a bien la petite syntaxe sympathique avec le point d'interrogation, etc., etc. Et là, typiquement, on a des cas où le origin ID est transmis sans underscore, et des cas où il est avec un underscore. Et ça, c'est typiquement des choses qu'on a gérées pour des problématiques de compatibilité ascendante. Une des choses aussi qui est très sympathique, alors une des fonctions aussi qu'il faut connaître, c'est le get doll global string. En fait, ça c'est pour récupérer des paramètres globaux dans Dolibar. Alors, si on va dans Dolibar, on va se retrouver un petit Dolibar sympathique, par exemple celui-là. Dans la configuration de Dolibar, vous avez ici des choses qui sont dans les divers. Le divers, c'est en fait des endroits où on peut mettre des variables globales qu'on va pouvoir récupérer dans le code, sachant que vous avez beaucoup de modules qui amènent leurs propres variables globales, mais on peut saisir ses propres variables globales. Avant, en fait, pour récupérer ces variables globales, normalement, avant, on faisait un $conf correspondait aux variables, aux paramètres qui contient les variables globales. Conf, donc c'était une classe, la classe conf. Conf global, décidément, j'écris pas très bien. Conf global, et là on passait l'élément comme ça. Donc là on récupérait la variable est égale à $conf global main global, etc., etc. Ça fonctionnait, c'est ce qu'on avait. Enfin, vous le retrouverez beaucoup dans Dolibar, ce truc-là, cette manière d'écrire les choses. Le seul vrai problème de ce truc-là, c'est que je fais un petit peu attention à l'heure. C'est que si jamais cette variable n'a pas été définie, ça va vous faire un warning, un message d'erreur avec PHP 8. Donc l'idée, ça a été de remplacer tous les appels pour récupérer des valeurs avec un getDoll global string, où on passe juste le paramètre, et c'est la fonction qui va aller regarder déjà si la variable existe, et si c'est le cas, il va vous renvoyer la valeur. Alors pourquoi pareil, le getDoll global string, il a été rajouté récemment dans Dolibar, et si typiquement moi je le mets dans mes modules, ça m'obligerait à limiter mes modules à des versions assez récentes de Dolibar, ce que je ne souhaite pas faire. C'est pour ça que je mets pas de getDoll, j'utilise toujours le conf global, et je fais un test avec un empty, comme on a vu tout à l'heure. Et ça va me permettre de récupérer, de tester si cette valeur est alimentée, si elle existe. Et si elle n'existe pas, je vais récupérer une autre valeur. Voilà, ça fait partie des petites choses. Donc vous allez pouvoir souvent voir apparaître des choses comme ça. Si vous voyez arriver un warning sur l'usage d'un $conf, vous savez que vous pouvez utiliser le getDoll global string pour le remplacer. Mais attention à la version de Dolibar que vous employez. Si vous ne le faites pas, ça va planter. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Il va falloir qu'on regarde les classes et l'accès à MySQL. Mais ça, je pense qu'on va le faire juste après. Ça sera le sujet de la prochaine session. Et donc on va s'en arrêter là. Alors comment j'arrête l'enregistrement ?